Bonjour à tous et bienvenue à cette étape au showroom de Smile de la Nantes Digital Week. Donc, rapidement, pour ceux qui ne nous connaissent pas ou très peu, Smile, nous sommes une association créée par deux régions, les Pays de la Loire et la Bretagne, en réponse à un appel à projet lancé en 2015 par le gouvernement qui s'appelait le Plan Nouvelle France industrielle, réseau électrique intelligent. Nous sommes donc lauréats de cet appel à projet et nos missions principales sont d'accompagner et de soutenir le déploiement de projets industriels régionaux en lien avec les smart grids, les réseaux électriques et énergétiques intelligents, d'accompagner l'adéquation entre la production d'énergie renouvelable et la consommation, et de favoriser la mise en place de plateformes de gestion de flux de données qu'on pourrait presque qualifier d'Internet de l'énergie. Et c'est cette partie-là qui va nous concerner plus particulièrement aujourd'hui. Je vous rappelle le thème de notre table ronde ce matin. Quel est le rôle du numérique et des data pour les opérateurs de réseau et les collectivités? Et avant de commencer, je vous propose un petit tour de table. Je suis Laetitia Stenou, je suis responsable communication pour Smile ici au showroom de Nantes. Et j'accueille aujourd'hui deux de nos parrains, Enedis et GRT Gaz. Alors pour Enedis, David Le Chenadec, responsable de l'agence numérique innovation à la direction régionale des Pays de la Loire. Et pour GRT Gaz, Amaury Mazon, délégué territorial Centre-Atlantique. En visio, Céline Colucci, déléguée générale des Interconnectés, qui nous fait l'amitié d'être là ce matin depuis ses locaux de Lyon. Et donc Céline, si vous nous entendez bien, on va commencer avec vous. Je vais vous demander de bien vouloir présenter votre association Les Interconnectés. Quelle est votre mission et les enjeux pour une structure comme la vôtre? Oui, bonjour à tous, j'espère que vous m'entendez correctement. Merci de votre accueil et désolée de n'avoir pas pu venir sur place aujourd'hui. En tout cas, ravie de cette participation. Donc, les Interconnectés, on est une association qui a été créée en 2009 par deux associations d'élus que sont la DCF et France Urbaine. Cette particularité fait que nous sommes vraiment dédiés aux usages du numérique au service des collectivités locales et donc des intercommunalités, des grandes villes en particulier, du fait de nos fondateurs. On travaille sur ces sujets de transformation, à la fois par des événements qui permettent d'acculturer et de partager les bonnes pratiques, mais aussi sur des groupes de travail opérationnels qui rassemblent les collectivités sur leurs bonnes pratiques et qui leur permettent d'accéder aux experts de manière plus directe et collective. Et on a enfin une commission numérique qui rassemble les élus des interconnectés de la DCF et France Urbaine pour une vision stratégique du numérique. En fait, ce qu'on défend aujourd'hui, c'est que cette transformation numérique n'est plus une histoire de techniciens, mais bien un vecteur de transformation éminemment stratégique et donc politique, donc au sens effectivement d'une insertion dans les politiques publiques. Et c'est dans ce sens-là qu'effectivement ces enjeux, en plus en ce moment, sont évidemment importants. Merci. Alors, on va voir tout au long de cette table ronde le lien finalement entre comment le numérique fait le lien entre nos gestionnaires de réseau et puis les collectivités, les citoyens, les territoires. Alors, pour commencer et parler donc de l'importance du numérique, je vais m'adresser d'abord à Amaury pour GRT Gaz. Quelle est l'importance du numérique pour un opérateur comme GRT Gaz? Alors bonjour à tous. Le numérique est quelque chose d'essentiel aujourd'hui, simplement parce qu'on est rentré dans un contexte qui est celui d'une troisième révolution industrielle et numérique. Ça se traduit par la transition énergétique, l'enjeu d'accueillir des productions décentralisées, décarbonées, mais ça se traduit aussi par, entre guillemets, l'invasion du numérique dans tous nos sujets, à notre service, mais en tout cas, il est là partout, à l'image de ce que finalement la machine à vapeur ou l'électricité ont aidé à transformer la société. On est dans ce niveau de changement-là, donc forcément, à GRT Gaz, on est très concerné. Ça s'incarne notamment par la question du smart grid, qui est la mise à disposition finalement du numérique, du digital, pour mieux piloter nos ouvrages, notre réseau, que ce soit sur les points physiques du réseau, ou simplement le pilotage des flux, puisqu'on a du gaz qui vont permettre d'interconnecter des producteurs d'énergie et des consommateurs dans des collectivités, dans des réseaux de distribution publique appartenant aux collectivités, ou des grands industriels, ou des grands producteurs d'électricité raccordés à notre réseau, et tout d'un coup interconnectés, donc des questions multi-énergie où le numérique est essentiel, parce qu'on est sur des pas de temps de plus en plus courts, et comme on est entre des réseaux d'énergie qui se parlent entre eux, qui sont interconnectés par du numérique et du physique,
Tout ça, ça nous amène à gérer des millions de données chaque jour. Et donc, finalement, le digital devient un métier cœur d'un opérateur industriel, aussi important que le savoir-faire gazier historique. Donc ça, ce sont des éléments essentiels pour nous. Et puis, au-delà de ces données, de façon pratico-pratique, les interventions de nos équipes sur le terrain sont de plus en plus liées à des automates, du digital, et pas seulement un problème mécanique ou physique de réseau. Donc voilà, c'est une transformation profonde, et évidemment, elle est accélérée par les enjeux d'accueil des nouveaux gaz, des productions locales, qui pour le gaz, ça arrive un peu plus tôt que pour l'électricité, mais forcément, ça nous transforme complètement. Oui, alors en effet, si on veut aller un petit peu plus dans le détail ou un peu plus loin avec David pour Enedis, qu'est-ce que ça signifie concrètement la numérisation des réseaux et quelles informations on va aller chercher grâce au digital du coup? Concrètement, la numérisation des réseaux, elle a commencé il y a quand même de nombreuses années. Ça s'est fait progressivement et le premier étage de la fusée, c'est comment on fait pour déployer des technologies sur le réseau qui vont nous permettre soit, un, de remonter un maximum de données sur l'état du réseau, et deux, de pouvoir actionner le réseau à distance. Ça a été largement accéléré ces 10 dernières années par le développement de ce qu'on appelle l'IoT, l'Internet des objets, qui a vu une baisse significative du prix des équipements qu'on pouvait déployer sur le réseau, ce qui nous a permis de largement diffuser le nombre de technologies déployées sur le réseau. Le deuxième étage de la fusée, c'est à partir des données qu'on va collecter sur le réseau, il va s'agir de les traiter de manière massive avec des technologies qui sont de plus en plus pointues. On fait notamment appel à l'Internet des objets et à l'intelligence artificielle. Et ce traitement des données, il va nous permettre de générer de la valeur ajoutée et des nouveaux services au bénéfice de nos partenaires, des collectivités, des clients. Les données dont on parle, c'est les données les plus courantes que vous connaissez évidemment, les données de production et de consommation de nos clients sur le réseau. Mais évidemment, il y a aussi beaucoup de données qui sont beaucoup plus techniques liées à l'exploitation du réseau, au métier de gestionnaire de réseau, qui sont des données sur l'état des différents équipements de réseau, les niveaux de tension, d'intensité sur le réseau, de fréquence, etc. Et tout ça, ce sont des données qui vont nous permettre de prendre des meilleures décisions d'exploitants de réseau. Très bien, donc si je résume rapidement, tout l'intérêt d'aller numériser son réseau, c'est de collecter des informations qui vont vous permettre de l'upgrader pratiquement, d'être plus efficace, de mieux comprendre, d'être plus rapide et de se connecter sur des choses de demain grâce au numérique. Alors justement, une fois que vous avez collecté ces données, que vous avez donc traitées en interne pour mieux gérer votre réseau, mieux comprendre, apporter des réponses éventuellement à des consommateurs finaux, est-ce que ces données collectées sont rendues publiques? Est-ce qu'on peut parler d'open data? Je vais me tourner vers Amaury pour GRT Gaz. Alors oui, ces données sont rendues publiques. Alors pourquoi? Les données, c'est quelque chose effectivement d'essentiel pour piloter un réseau, mais je vais prendre une image, parce que de temps en temps, on n'est pas très concret ou on est fermé sur le métier. Imaginez de conduire votre voiture, même s'il faut la conduire de moins en moins et aller à vélo. Imaginez de conduire votre voiture sans compteur kilométrique pour respecter les limites de vitesse, sans information sur votre carburant. Ce n'est pas évident. Ces données, on a besoin de les rendre publiques pour que nos différentes parties prenantes et les collectivités, elles puissent piloter leurs propres objectifs, leurs propres enjeux. Comment une collectivité pourrait piloter son plan climatique si elle ne sait pas quelles sont les consommations, où elles sont, comment les travailler, dans quel secteur, quels sont les seuils de production. Donc ce sont des éléments importants. Alors forcément, ces données, elles ne sont pas forcément simples à rendre publiques parce qu'elles ne le sont pas toutes. Elles peuvent être soumises à des règles de confidentialité commerciale, donc il y a un encadrement qui est là pour sécuriser l'ensemble, mais c'est des sujets sur lesquels on avance. Et donc l'open data, c'est une réalité. Il y a plusieurs plateformes qui existent. GRT Gaz avec RTE et avec Terega au démarrage, puis avec d'autres opérateurs, ont mis en place une plateforme commune de données. Elle accueille aujourd'hui plus de 150 jeux de données différents. Et avec ces 150 jeux de données, alors il y en a un certain nombre qui répondent à des obligations réglementaires. Et puis il y en a un certain nombre qui ont été mises en place parce qu'on s'est dit qu'elles pouvaient être utiles, puis en toute sincérité, parce que ça nous amusait de les mettre en lien pour voir ce que ça donnait. Il y a quelque chose de très ludique quand le digital arrive. Et puis aussi parce qu'on travaille avec nos parties prenantes, en organisant par exemple des masterclass, pour dire est-ce que ça vous est utile? À quel pas de temps ce serait utile? À quel niveau de précision ce serait utile?
et de quoi vous auriez besoin d'autre. Et là, sous réserve des règles de confidentialité, on essaie de développer ces nouveaux jeux de données. Donc, je vais me tourner vers Céline maintenant. Du coup, Céline, vous qui êtes côté collectivité, en quoi est-ce que ces données collectées sont intéressantes pour les collectivités de votre côté, votre vision à vous? Alors, je confirme effectivement ce qui a été dit. C'est difficile de piloter une politique publique si on n'a pas de visibilité sur ce qui se passe. Donc ça, c'est le premier élément. L'autre point, effectivement, c'est qu'on est, et ça n'échappe à personne, dans un moment où déjà il y avait cette préoccupation ancienne, hein, c'était quand même le départ aussi de la Smart City au départ, qui était cette idée de pouvoir avoir une vision éclairée finalement des problématiques et de pouvoir les piloter avec cette aide à la décision qui ne peut se faire que par le croisement d'informations. Donc la data et les données de terrain sont évidemment importantes pour permettre d'avoir un constat partagé de la situation. Et c'est d'autant plus important qu'on se rend compte que, vu la complexité des problématiques sur lesquelles on est aujourd'hui, il est indispensable de pouvoir travailler de manière collective. Et pour travailler de manière collective, le fait d'avoir un diagnostic commun aide énormément à l'action. Ça permet aussi de pouvoir évaluer les progrès qui sont réalisés. Et de plus en plus, on était mardi à Issy-les-Moulineaux sur une journée interconnectée sur les enjeux du climat, sur ces politiques de Smart City aujourd'hui. C'est d'autant plus important actuellement qu'on a effectivement beaucoup de collectivités qui se donnent des vrais objectifs en matière de réduction des consommations électriques, d'impact carbone de la collectivité et du territoire. Donc, c'est éminemment important. Donc, en fait, on pourrait dire, et ça va être ma question suivante, je vais me tourner vers David pour Enedis, que la numérisation des réseaux et ces données collectées qui sont rendues publiques donc via la plateforme, entre autres, de l'Audrey, dont on a vu passer tout à l'heure la slide, cette numérisation et ces données favoriseraient la transition énergétique ou la prise de décision, David? C'est tout à fait ça. Deux projets, pour vous donner un exemple extrêmement concret, où on appuie des collectivités. Une collectivité en particulier qui est le Parc national régional des Préalpes. Cette collectivité-là a pour enjeu de développer un maximum d'énergie renouvelable sur son territoire. Un des objets pour faire cela, c'est ce qu'on appelle l'autoconsommation, à savoir un client qui consomme l'énergie qu'il produit lui-même. Pour pouvoir réaliser ça de manière efficace, encore faut-il trouver des sites qui sont optimums pour le faire. Et je vous disais tout à l'heure, un des enjeux, c'est le traitement des données, et le traitement des données que l'on collecte sur le réseau vont nous permettre ici de faire deux choses. D'un côté, on va mesurer sur les équipements de cette collectivité quels sont les courbes de consommation de ces équipements, et on va les croiser avec les données qu'on a sur le potentiel solaire de ces toitures, et on va identifier de cette manière-là quels sont les meilleurs sites, les meilleurs candidats pour pouvoir déployer des projets en autoconsommation. Si on va un petit peu plus loin, un projet qu'on a travaillé cette fois-ci avec Laurent, qui est l'agence d'urbanisme de Nantes, c'est dans la même logique d'ajouter une nouvelle brique technologique qui fait appel à une expertise très poussée d'un point de vue traitement des données. C'est comment on va réussir ensuite à mesurer l'impact que ces projets vont avoir sur le réseau. Ce qui a un coût non négligeable, c'est de pouvoir raccorder ces projets au réseau public de distribution. Et suivant l'emplacement qu'on choisit, évidemment, le coût n'est pas le même. Et grâce à des algorithmes qu'on a mis au point, on va être capable de manière automatique, massive, sans faire appel à l'expertise systématique de nos experts en électrotechnique. On va pouvoir le faire sur des nombres de données beaucoup plus importantes, identifier, préqualifier des sites pour développer ces projets. De manière très concrète, ça a pour conséquence de faire drastiquement baisser le prix de déploiement de ces ENR, ces énergies renouvelables, et à la fin, avec un même budget, on va pouvoir mettre en place davantage de projets. Donc c'est une manière extrêmement concrète de contribuer à la transition énergétique via le développement des énergies renouvelables. Alors, on disait tout à l'heure, et c'est dans la même veine, chez GRT Gaz, vous publiez des indicateurs de gaz renouvelable. Donc là, c'est presque la façon, c'est rendre ludique et accessible aux territoires et aux non-initiés, finalement, ceux qui ne sont pas gestionnaires de réseau. Ça nous permet d'avoir accès à un certain nombre de données.
de mieux les comprendre et peut-être aux collectivités d'effectivement faire leurs choix stratégiques. Ça me fait penser à l'Observatoire de l'environnement en Bretagne, on va parler de l'indicateur juste après, qui est un bon exemple, qui a été créé en 2007 avec le concours de l'État. Et le but, c'est effectivement d'aller chercher les informations mises à disposition, de les rendre ludiquement accessible, disons, et ça permet de répondre à la question qui consomme quoi sur le territoire de Bretagne et d'accompagner les territoires et les collectivités qui finalement voudraient faire des choix pour avancer dans leur transition énergétique. Comment ça fonctionne de votre côté pour l'indicateur de gaz renouvelable? Comment il est présenté et est-ce qu'il sert de la même façon? Oui, et puis, alors il sert de la même façon, mais je vais faire un peu d'histoire sur la naissance de cet indicateur. Il est né d'un projet de SMILE, le projet West Grid Synergie, dans lequel on associe des gestionnaires de réseau et des collectivités. Et on s'est rendu compte qu'on réalisait des objets techniques au meilleur coût, si possible, pour permettre l'intégration des gaz renouvelables, mais finalement, pour la collectivité, en termes d'appropriation, cet objet technique, ok, il est là, il est posé, il marche, et puis il est dans un coin un peu caché pour ne pas embêter. Mais comment on rend compte aux citoyens qu'il est en train de se passer quelque chose, que les productions d'énergie renouvelable sont en train d'arriver dans les consommations, qu'elles vont peser de plus en plus lourd, que la transition énergétique est en marche. Elles avaient besoin d'incarner cette information. Et donc cet indicateur, il est né comme ça, d'une réflexion avec Moche Communauté et Pontivy Communauté. Donc pour le coup, on relie des territoires qui physiquement ne sont pas forcément juste à côté. Et donc cet indicateur, il est né comme ça. Et une fois qu'on l'a mis en place à Pontivy, on s'est dit mais il faut pouvoir le déployer sur l'ensemble du territoire national, donc l'ensemble des gestionnaires de réseau gaz, ou les principaux en tout cas, GRT Gaz, Terega et GRDF, on s'est mis d'accord sur une méthodologie commune, parce que si chacun dit les choses différemment, ça va être compliqué de présenter des choux et des carottes partout sur le territoire national. Donc on s'est mis d'accord sur une méthodologie et on a mis en place 2 indicateurs mis à disposition. Un indicateur annualisé qui rend compte de l'évolution, de la progression des gaz renouvelables sur un territoire donné par rapport à la consommation annuelle. Puis on en a mis un mensuel pour montrer la saisonnalité et de la consommation, et éventuellement de la production, mais montrer aussi ces enjeux-là. Et notamment, par exemple, sur le gaz qui sert aujourd'hui sur le chauffage ou dans les activités industrielles, quand les températures augmentent, la consommation baisse, et donc les capacités à accueillir les gaz renouvelables peuvent être plus compliquées. Mais paradoxalement, ou pas paradoxalement, mathématiquement, la proportion de gaz renouvelable sur le territoire, elle augmente. Et puis c'est la même chose quand l'industriel, l'été, va fermer ou va faire une maintenance. Donc voilà, ça, et rendre compte de ça, ça donne une visibilité, ça explique les choses. Et ça explique pourquoi cet ouvrage-là, il a été posé là. Voilà. Et en termes d'acceptabilité de nos ouvrages, à un moment donné, ce numérique, il sert aussi. Enfin, c'est un élément important pour nous, et ça rentre vraiment dans la logique de pédagogie. On a l'exemple de l'Observatoire de l'énergie de la Bretagne. On a travaillé sur cette saisonnalité justement dans la publication, dans la revue qu'il faisait, et ça nous a amené à produire un jeu de données justement pour permettre de faire cette pédagogie. Je vais me tourner vers Céline. Je suppose que vous avez tout un tas d'exemples. Pour vous, ce sont des données précieuses pour vos collectivités, celles que vous accompagnez dans leur transition numérique. Peut-être que vous avez d'autres exemples d'indicateurs ludiques qui aujourd'hui sont tout à fait pertinents et qui accompagnent grandement la transformation. Alors, des exemples, oui, il y en a un certain nombre. Moi, je voudrais, les exemples que vous avez proposés sont extrêmement parlants. Il y en a d'autres dans d'autres régions, bien sûr. Moi, ce qui me paraît effectivement important, c'est de souligner ce qui vient d'être dit. C'est quand on peut visualiser la donnée, ça rend les choses beaucoup plus lisibles et beaucoup plus appropriables par les différents acteurs. Vous parliez du citoyen qui a un droit de regard sur ce qui se passe, c'est évidemment important. C'est aussi le cas pour les services, c'est aussi le cas pour les élus, pour qu'ils puissent avoir une visualisation plus aisée d'informations complexes. Après, ce qui est important aussi, c'est que, évidemment, ces données puissent être disponibles à tout moment pour pouvoir faire l'objet d'analyses différentes. Là, l'exemple qui est présenté a un objectif qui est de pouvoir voir qui consomme quoi. Mais la même information peut être utile, croisée avec d'autres éléments, pour aller déterminer quel est l'impact de telle ou telle décision à un moment donné. Donc, c'est important d'avoir à la fois
ce travail collectif avec les opérateurs tel qu'il est fait là, et dans le cadre d'Observatoire, c'est tout à fait exemplaire ce qui est fait, et à la fois d'avoir cette mise à disposition, c'est juste pour faire le lien avec la partie précédente, sur cette open data, la capacité d'accéder à la donnée brute pour aussi pouvoir la traiter, puisqu'on ne sait pas à l'avance les questions qui vont se poser. Ça va très très vite aujourd'hui, donc c'est évidemment important de pouvoir être réactif au fur et à mesure. La crise nous l'a montré, il peut arriver des choses qu'on n'a pas du tout prévues du jour au lendemain. Et l'autre point qui me paraît extrêmement intéressant, et on est vraiment ravis d'être là avec vous pour en témoigner, c'est ce travail en commun entre les collectivités et les opérateurs privés et publics pour que se mette en place aussi un rapport de confiance autour de ces sujets et une analyse commune qui est vraiment facteur de réactivité et de capacité de transformation assez forte sur ces sujets. Est-ce que vous diriez qu'il y a une forme d'appropriation des données mises à disposition par les collectivités et les territoires? Est-ce qu'elles Alors, vont oui, bah, ça rejoint un peu ce que vous expliquiez avant. Est-ce qu'ils s'approprient en utilisant finalement ces indicateurs lisibles, et est-ce qu'ils en demandent d'autres? Est-ce qu'ils vont chercher plus loin? Est-ce qu'ils s'approprient vraiment ces données pour faire leurs choix et de manière différente en fonction de leurs besoins? Alors, l'idée, c'est ça, effectivement. Par contre, effectivement, tous les territoires ne sont pas au même niveau de maturité sur ces sujets. C'est pour ça aussi que des initiatives collectives telles qu'un observatoire régional, par exemple, peuvent être des leviers, notamment pour des territoires de plus petite taille qui ont parfois du mal à pouvoir être autonomes en la matière, mais qui sont ravis de pouvoir avoir une visibilité et une mutualisation, finalement, des analyses qui sont produites à l'échelle d'un territoire. L'autre point important, c'est qu'effectivement, alors l'autoconsommation est un exemple où on peut raisonner à l'échelle d'un territoire, y compris petit. Par contre, sur plein d'autres domaines d'action, on est nécessairement au-delà de la commune, on est nécessairement en lien avec un périmètre beaucoup plus large quand on parle voilà, de réduction d'impact, de mobilité. Enfin, il y a toute une série de sujets qui ne peuvent pas se traiter à la maille uniquement de la commune, par exemple. Donc, les collectivités vont vers ça, il faut les accompagner à ça, et c'est vrai qu'il y a une montée en compétences, un dialogue en fait à créer entre les acteurs. À Nantes, par exemple, une charte de la donnée a été adoptée il y a déjà quelques années, qui est, à mon avis, un exemple de bonne pratique qui définit justement cette collaboration entre les différentes parties prenantes du territoire pour mettre en commun, pour des objectifs communs, et qui est porteuse là de facilitation au fur et à mesure des besoins. Alors justement, dans le cadre des initiatives communes, tout à l'heure, David, tu as cité Laurent, donc l'agence d'urbanisme de la région nantaise. Il me semble que GRT Gaz, vous participez également. Peut-être 2 mots pour montrer qu'effectivement, on crée du lien et qu'on finit par tous travailler ensemble. Oui, en 2 mots, en fait, je rebondis sur quelque chose qui a été dit. En général, gestionnaire de réseau, quand on nous demandait des données ou des jeux de données, on disait ça sert à quoi? Et faire le travail de dire on va mettre à disposition de la donnée sans savoir forcément à quoi elle va le servir, mais parce que la collectivité ou les acteurs peuvent en avoir besoin pour créer des services, penser les choses différemment, ce n'était pas tout à fait dans notre logiciel. Donc ça, c'est un élément. Et finalement, on participe aussi au laborant, et qu'est-ce qu'on essaie de faire? GRTGaz est un opérateur d'abord national. Alors, on essaie de faire en sorte de ne pas juste traverser les territoires, mais on est d'abord un opérateur national. Et le laborant, que je qualifierais d'un think tank sur les questions notamment de planification et planification énergétique, nous, on le met en lien avec la direction qui pilote le système gaz, donc, qui gère les grands transits, les grands volumes à des mailles qui sont très très loin de la maille communale, et qui assez souvent, d'un point de vue de réseau, la limite administrative est presque un problème de la donnée parce que ce n'est pas la construction de notre réseau. Donc ça fait un partie. Mais la façon dont un territoire s'approprie la prospective énergétique, au-delà de ses mailles administratives, se pose des questions, et la façon dont nous on réfléchit, finalement confronter ces prospectives, ces façons de penser l'avenir énergétique, c'est très riche, et pour la collectivité, et pour nous aussi, de savoir comment ceux qui utilisent notre réseau et qui l'utiliseront différemment demain, et qui auront des besoins différents de ce qu'on connaît aujourd'hui, pensent l'énergie et imaginent les services qu'on doit pouvoir leur rendre. C'est aussi extrêmement utile. Et alors ça, c'est une petite pub pour le métier des délégués territoriaux, pour les collègues d'Enedis qui sont là, mais c'est extrêmement important
de créer ce lien et d'éclairer sur ce qui se passe. Voilà. Et après, de se mettre au service de cette transformation. D'accord, donc on a bien vu ensemble qu'il faut qu'il y ait un aller et retour finalement, qu'on ne peut pas juste ou mettre à disposition sans savoir vraiment à quoi ça va servir, ou à l'inverse, attendre qu'on nous mette à disposition quelque chose qui va servir sans vraiment savoir ce qu'on va nous donner. Donc ça va être l'enjeu et ça va favoriser effectivement la transition énergétique des collectivités, des territoires, de tous. Et alors là, on parlait donc d'open data, mais par opposition, il existe aussi le closed data qui répond du coup à ce qu'on disait tout à l'heure sur les obligations, sur les choses qu'on ne peut pas rendre publiques réglementairement. Pardon. Je vais me tourner vers David pour parler du closed data. Alors, quelle est la différence entre l'open data et les closed data et comment est-ce que ces données peuvent, elles aussi, contribuer aux enjeux de la transition énergétique? Alors tout d'abord, il faut comprendre que en tant qu'exploitant de réseau, on collecte des données extrêmement précises sur l'usage du réseau et sur l'usage des clients. C'est aussi notre métier d'Enedis de compter l'électricité qui circule sur le réseau. Ces données, elles nous servent dans un premier temps, comme je le disais tout à l'heure, à mieux faire notre travail d'exploitant de réseau. Et elles nous servent également à générer des nouveaux services. On ne peut pas générer des nouveaux services toujours tout seul dans notre coin sans avoir idée des besoins des gens qui travaillent autour de nous et notamment des collectivités. Donc ça nécessite un travail en commun, des partenariats, de définir des projets et de s'écouter mutuellement. On a l'expertise sur les données, sur le fonctionnement électrique de notre côté, et en face de nous, on a des besoins concrets, notamment des collectivités. Donc, on partage aussi la donnée. Mais avant de partager la donnée, encore faut-il pouvoir le faire dans des conditions qui sont respectueuses, notamment de la donnée personnelle, de la donnée confidentielle. Donc, il y a tout un travail avant, qui est parfois d'ailleurs complexe, d'anonymisation des données. Une fois que les données sont anonymisées, on va pouvoir les partager en open data. Sur la plateforme open data d'Enedis, on retrouve un certain nombre de données. Ces données sont parfois récupérées par des partenaires, comme sur les plateformes de Laurent, par exemple, ou d'autres partenaires. Par contre, on a aussi des partenaires qui exploitent des équipements qui sont connectés au réseau d'Enedis, à qui on va pouvoir mettre à disposition leurs propres données, finalement, la donnée de leurs propres équipements. Et donc là, on parle de close data, de données extrêmement précises, les courbes de consommation, les courbes de charge des équipements publics de nos partenaires. On a lancé un projet sur ce sujet-là à Nantes qui s'appelle My Smart Life, dans le cadre d'un projet européen qui s'appelle My Smart Life. Et l'idée, c'était de travailler avec la métropole de Nantes et Atlampol sur les données des équipements publics de la métropole de Nantes. Qu'est-ce qu'on peut en faire pour améliorer les objectifs de transition énergétique de la ville? On a identifié une quinzaine de cas d'usage avec l'appui, encore une fois, de manière collective, des acteurs innovants, parce qu'il nous faut aussi nous appuyer des gens qui savent traiter la donnée, qui peuvent imaginer des choses auxquelles on n'aurait pas pensé. Et on a identifié de cette manière-là une quinzaine de cas d'usage qui permettent, à partir de ces courbes de consommation d'électricité, d'aller, par exemple, détecter des anomalies de consommation dans des écoles. Ça peut être un équipement qui est mal configuré. On va pouvoir aussi optimiser, par exemple, les contrats d'énergie de la collectivité. On va pouvoir travailler sur aussi une meilleure classification des équipements pour pouvoir prioriser sur quels sont les équipements, un gymnase par exemple qu'il va falloir rénover d'un point de vue énergétique, donc mieux isolé. Et donc tout ça, c'est autant de services à l'appui des collectivités qui vont lui permettre de mieux faire aussi, mieux agir sur ces équipements. Est-ce que c'est ce que vous avez choisi dans le programme Mon éclairage public? Je rappelle que Enedis est engagé dans la transition énergétique et propose aux collectivités locales un programme qui s'appelle Mon éclairage public et qui est un service d'alerte pour détecter les anomalies d'éclairage public en exploitant les données collectées. Est-ce que vous travaillez là-dessus en close data du coup? Ah oui, alors là, c'est un cas extrêmement concret. Sur les coffrets d'éclairage public qui sont gérés par les collectivités, on a déployé des compteurs Linky. Et ces compteurs Linky, ils nous permettent de mesurer un pas extrêmement précis l'évolution de la consommation. Et en travaillant avec notamment la collectivité de Nantes, la métropole de Nantes, on s'est dit, mais finalement, est-ce qu'on ne pourrait pas utiliser ces données-là pour aller détecter des pannes? Quand il y a une panne, l'éclairage public s'arrête, la consommation diminue. Et finalement, cette diminution de la consommation, ça pourrait sans doute nous permettre d'aller détecter ces pannes. On a poussé l'idée. Les tests ont été concluants et on l'a transformé en service qu'on dit maintenant industrialisé parce que c'est disponible sur l'ensemble du territoire depuis l'année dernière. Et aujourd'hui, on propose ce service, Mon éclairage public, à l'ensemble des collectivités qui leur permet d'être plus efficaces dans la gestion de leur éclairage public et surtout plus réactifs
pour aller réparer les anomalies sur l'éclairage public. Parfait, je vais me tourner vers la salle puisqu'on a la chance d'être en format hybride et d'avoir un petit peu de monde dans notre salle. Si quelqu'un souhaite poser une question ou intervenir, n'hésitez pas. On va passer à l'actu de la rentrée qui est riche pour tout le monde, hein. Donc, je vais commencer avec Amaury pour GRT Gaz. Donc, il me semble que vous avez pas mal de choses dans les tuyaux. Il y a un salon de la data, il y a une conférence Smart Grid qui va se dérouler au showroom de Nantes d'ailleurs le 21 octobre. Vous aurez tout sur notre site internet si vous le souhaitez. Il y a une évolution aussi de votre indicateur de gaz. Oui, tout à fait. On va partager trois actualités. Sur l'indicateur gaz renouvelable, on travaille sur un indicateur prospectif, c'est-à-dire qu'on avait un indicateur rétroviseur qui est mis à disposition. Celui-là, c'est facile, c'est ce qu'on mesure. Et on essaie, et on va mettre en place, il faut bien se caler sur la méthodologie, de mettre à disposition des collectivités une prévision de ce que pourrait être la part des gaz renouvelables à horizon 2030 sur leur territoire, en partant de ce qu'on appelle le registre de capacité, c'est-à-dire les projets qui ont réservé de la capacité dans le réseau gaz pour injecter dans les années à venir. À partir de ces projets-là, on fait une prévision, et aussi une prévision avec l'évolution de la consommation, puisqu'on espère bien que la consommation va baisser aussi. Donc ça, c'est un premier élément. Le second, effectivement, on participe la semaine prochaine au salon de la data. Notre équipe Data Lab va venir parler de façon plus aboutie de ce que je peux faire d'Audrey, des jeux de données, mais aussi de ce qu'on fait dans nos métiers avec la donnée. Et par exemple, le big data sur l'analyse, etc., ça pourrait complètement transformer nos plans de maintenance en donnant des visions d'analyse des incidents très différentes. Donc, on va voir ces éléments-là. Et effectivement, le 21 octobre, au showroom, on propose une première séquence de formation sur le Smart Grid Gaz, puisque c'est un sujet aussi sur lequel on a de la pédagogie à faire et à montrer ce qui se passe. Lorsque Smile a été créé, on était sur les réseaux électriques intelligents. Aujourd'hui, Smile est multi-énergie, électricité, gaz, hydrogène. Voilà, on essaie de contribuer à la pédagogie. Alors, en ce qui concerne la date du 21 octobre, alors pour ceux qui n'ont pas eu le temps de noter les slides qui sont passés, on va vous proposer un replay, donc pas de problème. Et puis, en ce qui concerne le 21 octobre, sur le site de Smile, vous pouvez avoir accès à l'intégralité des informations et de l'inscription possible. Alors maintenant, ça va être pour Enedis et les interconnectés. Il me semble qu'ensemble, vous publiez en partenariat une fiche éclairage public. Donc, Céline, peut-être en premier, vous pouvez nous dire un petit mot? Vous m'entendez? Oui. Parfait. Avec plaisir. Effectivement, on est partenaire avec Enedis depuis plusieurs années et on a pris parti de publier ensemble ce qu'on appelle des essentiels. Donc, c'est un format relativement court, mais qui permet de faire le point sur un certain nombre de technologies ou de leviers possibles très concrets pour les territoires en matière d'amélioration de leur impact et de leur consommation énergétique. On en a fait d'autres avant celui qui va sortir, qui était déjà consacré à des sujets importants tels que la mobilité électrique, l'autoconsommation collective, on en a parlé tout à l'heure, et aussi la solidarité numérique avec le très haut débit. Cette fois-ci, on s'intéresse plus précisément à l'éclairage public parce qu'on se rend compte que c'est un levier qui est de plus en plus utilisé aujourd'hui dans les collectivités pour mener à la fois des effets d'économie importants au moment du renouvellement d'un certain nombre de parcs, mais aussi, et ça a été dit tout à l'heure, de pouvoir piloter les consommations dans quelque chose qui est extrêmement concret et assez facile à mettre en œuvre. Donc, ça nous paraît effectivement une manière de pouvoir passer les messages, hein, parce qu'en fait, ce qui est souvent difficile, c'est de rendre appropriable à l'ensemble des collectivités les usages de ces technologies pour qu'elles aient l'information, pour qu'elles sachent comment agir et qu'elles puissent aussi s'inspirer de ce que font des collectivités les plus avancées, quelle que soit leur taille. Et donc, ces essentiels participent à ça et je vais laisser peut-être compléter. David, si tu veux compléter de ton côté. Oui, effectivement, l'éclairage public, mon éclairage public, je crois que c'est un projet dont on est aussi extrêmement fiers. On expérimente beaucoup sur les smart grids, on fait des proof of concept, des expérimentations sur les territoires. Encore faut-il le plus souvent possible
tenter de les industrialiser, de les réussir à les passer à l'échelle, les déployer. Et là, c'est un cas extrêmement concret où, avec un service, on l'a réussi à le transformer en service disponible à toutes les collectivités. D'ailleurs, j'invite, si des collectivités nous suivent, à prendre contact si elles sont intéressées avec leur interlocuteur privilégié Enedis, qui les appuieront pour déployer ce service qui, je pense, peut servir beaucoup de collectivités. Il faudra d'ailleurs qu'on refasse une petite table ronde consacrée à ce type de sujet, ce serait très pertinent. Eh bien, écoutez, je vous remercie. Nous, en présentiel, nous allons continuer sur site puisque nous vous proposons effectivement un atelier pour découvrir Westgrid Synergy dont on a parlé tout à l'heure pour le gaz et une visite de notre Smart Campus Énergie Enedis qui, ici, c'est effectivement, on a parlé d'autoconsommation et de mobilité durable. On vous mettra à disposition le replay de cette vidéo très prochainement sur notre chaîne YouTube pour Smile. Merci à Céline pour le duplex. C'était pas forcément très simple au départ de l'organiser, mais on est ravis de vous avoir eu avec nous et on espère vous avoir physiquement avec nous la prochaine fois. Merci à Enedis et l'invitation. Merci. Merci à Enedis et GRT Gaz d'avoir participé à cette étape au showroom de Smile de la Nantes Digital Week. Merci à mes deux interlocuteurs d'avoir joué le jeu. En ce qui concerne, merci à Clap Image, on les oublie pas, donc c'est notre société qui nous accompagne ce matin. Sans eux, vous n'aurez eu ni le son, ni l'image, ni Céline, ni personne d'ailleurs. Voilà. Quant à nous, chez Smile, nous avons effectivement, nous aussi, une actualité assez riche. Je vous invite à venir sur le site de Smile pour regarder tout ce qu'on vous propose et nous sommes bien évidemment à votre disposition. Je vous dis à bientôt et merci beaucoup.